Les Français, nous, j'ai envie de dire, est-ce que nous travaillons vraiment moins que les autres? Le président de la République nous assure que oui. Que disent vraiment les chiffres du temps de travail? On en parle avec Olivier Babot. Bonjour. Bonjour. Économiste et professeur à l'Université de Bordeaux. Je rappelle, on n'a pas le son là, c'est normal, mais ce que nous a dit le président, la France travaille en moyenne beaucoup moins que ses voisins. Et c'est vrai que c'est une affirmation qui revient souvent en boucle dans la bouche de décideurs politiques, souvent de droite, libéraux. Manifestement, quand on y regarde de plus près, c'est ce que nous dit Le Monde. Je vous invite à regarder ce qu'ils ont raconté, ce que nous disent les décodeurs. Le président a exhumé une étude de Rexecode, proche du patronat, qui est intéressante, qui date de 2015, qui regarde la durée, tenez-vous bien, parce qu'il faut être précis là, la durée de travail annuelle moyenne effective, donc réalisée, sans prendre en compte, et c'est important, le temps partiel, les indépendants. Et là, effectivement, on arrive, chiffre de 2015, à retrouver, 1646 heures par an en France. On est bon dernier des 28 en Europe, parce qu'à l'époque, on était encore 28. Vous me direz, on l'est encore aujourd'hui. Bref, et on se dit quoi? On se dit, CQFD, président, il a raison, ça y est, il n'y a pas de débat, ou est-ce que c'est pas un peu spécieux quand même, fallacieux, diront certains, d'uniquement regarder les Français qui sont à temps plein, qui travaillent effectivement, sans regarder les autres, parce qu'on n'aboutira pas, quand on regarde, on va le voir, les chiffres OCDE, au même résultat. Qu'est-ce qui nous a fait le président là? Alors, il y a beaucoup de confusion. D'abord parce que quand on dit que les Français ne travaillent pas assez, la question c'est est-ce qu'ils ne travaillent pas assez hebdomadairement, on pourrait dire, chaque mois, ou sur la vie? Parce que finalement, on a fini par parler des retraites. Et M. Darmanin nous a parlé de l'âge des retraites à partir de ce raisonnement. Donc déjà, on parlait de plusieurs choses différentes. Le nombre d'années de cotisation, c'est une chose, et puis le temps de travail. Alors, parlons du temps de travail. D'abord, toutes les études excluent les indépendants. Et ça, c'est énorme. Il y avait une étude de McKinsey qui disait qu'il y avait quasiment un quart des Français de plus de 15 ans qui étaient indépendants, dont 5 millions qui en tiraient leur revenu principal. Donc là, les indépendants... Et qui, eux, ne comptent pas leurs heures, j'imagine. Ils ne comptent absolument pas leurs heures, et ça, c'est très difficile de comparer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment, donc, parmi les salariés, vous avez des études telles que celles de Rexecode qui se sont dit on va regarder que le temps plein, peut-être parce que c'est plus facile de comparer aussi dans les temps complets les différences entre les pays. Donc il y a un biais. L'OCDE, oui, il y a un biais, mais l'OCDE, si vous regardez son étude précisément, d'ailleurs Le Monde tout à fait justement le rappelle, l'OCDE dit c'est en réalité très compliqué, très délicat. Et très délicat en langage économique, ça veut dire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose les comparaisons. Donc c'est vrai, si vous intégrez les temps partiels, à ce moment-là, on n'est pas les derniers du classement. Mais c'est plus la même Mais histoire. Pourquoi? Mais oui, mais parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a énormément de temps partiel, notamment des femmes, il y en a beaucoup plus. Une fois, retient, et là vous avez raison, le temps de travail annuel de tous ceux qui travaillent, donc temps complet, temps partiel. Et là, encore une fois, c'est plus la même histoire. On arrive quoi? On est dans la deuxième moitié du classement. Oui. Et on est devant ceux qu'on doit copier à chaque fois, les Allemands, qui sont plus bas que nous. Oui, mais à ce moment-là, la comparaison n'a plus vraiment de sens parce que c'est une question de proportion de temps complet et de temps partiel. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Il y a plus de temps partiel aux Pays-Bas, en Allemagne qu'en Oui, France. Oui, absolument, notamment chez les femmes, il y en a plus. Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question, et ça, c'est une question importante, peut-être liée d'ailleurs à toute la question, tout le débat autour de la comparaison des travailleurs pauvres, effectivement. Mais la réalité, c'est que c'est très difficile, si on veut comparer ce temps de travail, de comparer avec des durées qui sont différentes, des durées, on pourrait dire, structurelles qui sont différentes. Donc, on a beau dire Rexecode, proche du patronat, ce qui est une façon de dire en réalité qui serait biaisée. Je trouve ça d'ailleurs toujours hyper pernicieux, d'ailleurs de la part du Monde, de dire proche du patronat, sachant que quand il cite d'autres officines que je ne citerai pas, on ne dit pas proche du Parti Socialiste ou proche du crypto-marxisme. Ça, je trouve ça assez drôle. Donc déjà, remettons les choses à leur place. C'est des études tout à fait sérieuses, mais il faut se rendre compte du fait qu'il y a des différences de méthodologie qui sont explicables aussi par un souci d'exactitude. Voilà. Donc le président de la République, encore une fois, avec cette assertion, cette affirmation, comme quoi les Français ne travaillent pas assez, si on regarde encore une fois, il faut intégrer les temps partiels, même si ça complique la donne et la comparaison, on est dans la moyenne. Donc c'est pas vrai quand il dit ça à l'échelle de la semaine ou d'une année, il a tort. Oui, mais alors mon sentiment,
c'est qu'il parlait en réalité de la durée de travail sur une vie. Je pense que c'est ça. Il fallait qu'il le dise. Et oui, mais l'ambiguïté, effectivement, alors je ne sais pas s'il ne l'a pas levé volontairement ou si c'était pour lui quelque chose d'assez évident, mais on a tous pensé au temps de travail, évidemment, dans une année, mais en réalité, c'est sur la vie. D'ailleurs, on aurait pu parler aussi des jours fériés. Dans les jours fériés, nous, on est à quoi? On est à 11, et en fait, c'est à peu près, c'est la moyenne européenne. On dit souvent en France, les Allemands, ils sont entre les deux. Mais en fait, on est dans la moyenne. Exactement, on n'en a pas tant que ça, on en a plus que les États-Unis, que les Royaumes-Unis notamment, les États-Unis aussi d'ailleurs, mais en fait, par rapport à l'Allemagne, selon les Länder, on est entre 9 et 13, on est dans la moyenne. Donc, ce n'est pas les jours fériés qui peuvent expliquer ça. La vraie question aujourd'hui, en fait, c'est celle de la durée sur le temps, sur la vie entière. D'autant plus que ça conditionne la retraite derrière. Parce qu'on arrive en France, on a cette spécificité, on arrive tard sur le marché du travail et on en part tôt. On a ce qu'on appelle un taux d'emploi, pardon, c'est un peu technique, mais le taux d'emploi des jeunes, le taux d'emploi des seniors est beaucoup plus faible. Et donc, sur la durée de vie, vu qu'on arrive après, qu'on part avant, sur la durée de vie, on travaille moins. Ça c'est vrai pour le coup. Oui, c'est vrai, absolument. Mais c'est subi, c'est pas voulu. Hein, Alors, il y a évidemment ce problème endémique, qui est un problème très culturel, qui fait qu'à partir de, mettons, 50 ans, on considère que les gens sont vieux et qu'on a plus de mal, dans certains métiers, à être employés. Enfin, le taux de départ effectif à la retraite en France, dans le privé, c'est 62 ans et demi. En 2017, c'était 62,8. 62, il a peut-être en 2018, alors peut-être qu'il a remonté. Et dans le public, c'est 61,2. On n'a pas toujours les derniers, c'est compliqué parce que ça met un peu de temps. 62,8 hors fonction publique. Voilà. Il faut se souvenir qu'en 1970, l'INSEE nous dit que l'âge moyen de tout secteur confondu, c'était 67,8 ans. De quoi? L'âge moyen de départ à la retraite effectif, absolument. On a oublié, en 1970. En tout cas, la réalité qu'on connaît de notre système, c'est que dans les années 60, vous aviez 4 actifs qui finançait un retraité. Aujourd'hui, on est aux alentours d'1,7. En 2050, on sera à 1,2. Donc le vrai problème, c'est celui en fait que veut toucher le président. C'est que non seulement on a la dépendance qu'on va devoir financer en plus, mais on a d'ores et déjà à choisir entre ces trois choses. Soit vous augmentez la durée, soit vous augmentez les cotisations, soit vous baissez d'une façon ou d'une autre les pensions. Encore une fois, quand on regarde froidement les chiffres, non, Monsieur le Président, pour le coup, il a tort. À l'aune, enfin, si on regarde pour bien remettre les idées au clair, sur une semaine, sur un mois, sur un an, les Français travaillent en moyenne autant que leurs voisins européens. Donc là, il faut arrêter avec ça. Par contre, ça dépend des comparaisons. Si vous prenez que les temps complets, on est complètement derrière. Oui, mais il faut quand même le dire. Il faut prendre en compte encore une fois, tous les salariés, ceux qui sont… Oui, mais les comparaisons n'ont pas vraiment de sens parce qu'à ce moment-là, on compare des choses extrêmement différentes. Par contre, sur une vie, comment on fait pour s'en sortir? Parce qu'effectivement, sur une vie entière, on travaille moins pour les raisons qu'on a dit. Comment on fait pour conserver nos seniors en entreprise, pour que les jeunes n'aient pas autant de temps à rentrer sur le marché du travail? Mal endémique, mais on n'a toujours pas trouvé la solution. Et c'est pour ça que repousser l'âge de départ légal à la retraite, comme le veut le MEDEF ou d'autres à droite, à 64 ans ou plus, si c'est pour les transformer en chômeurs, ça n'a aucun intérêt. Déjà, ce n'est pas si unilatéral que ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui arrivent à travailler plus tard, et puis il faut regarder les autres pays, l'Allemagne 67 ans, la Belgique 65 ans pour l'âge de départ à la retraite, l'Espagne 65. Avec un taux d'emploi qui est beaucoup plus élevé, ils gardent leurs seniors en entreprise. Absolument. Alors on a probablement deux problèmes, disons schématiquement. Le premier, c'est un problème culturel, sans doute. Effectivement, il y a peut-être une sorte de jeunisme qui fait qu'on a l'impression que les gens sont âgés à 60 ans, alors que c'était peut-être vrai il y a 40 ou 50 ans, mais aujourd'hui, quelqu'un de 60 ans, la prophylaxie aidant et puis la durée d'espérance de vie aidant, on sait très très bien qu'on ressemble absolument pas, on n'a pas du tout la même énergie, on en a beaucoup plus, mais il y a ce changement culturel qui est peut-être un peu long. Et puis la deuxième, c'est peut-être un effort de formation et d'adaptation qui fait que pour rester, on pourrait dire, productif pour une entreprise le plus longtemps possible, eh bien, on va devoir continuer à essayer de se former. Ouais, mais il n'y a pas aussi des politiques publiques, je ne sais pas, là je réfléchis comme ça, mais on pourrait peut-être baisser, entre guillemets, les salaires des seniors, compenser peut-être par… je ne sais pas, un transfert public qui pourrait justement alléger le coût du travail pour les entreprises et en même temps le salarié s'y retrouverait aussi. Alors c'est vrai qu'une des logiques des entreprises, effectivement, très souvent, c'est de remplacer un senior qui, par l'effet GVT, glissement, vieillesse, technicité, vous savez, dans les ressources humaines on parle de ça, finit par coûter très cher par rapport à un jeune. Mais ce dont les entreprises se rendent en général pas assez compte, c'est qu'en perdant, vous savez, on dit, il y a un proverbe africain qui dit qu'une vieille personne qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je crois que c'est un proverbe africain, on raconte ça. Eh bien, quand on laisse partir un senior sans avoir organisé une transition suffisamment longue des compétences, on perd énormément de compétences et souvent on voit uniquement le différentiel de salaire. Ça, c'est une vision à courte vue que peut-être les entreprises ont trop eue. Oui. Bon, voilà, quand on voulait faire un point et revenir sur cette affirmation du président qui méritait d'être largement précisée. Merci Olivier Babot, donc économiste et professeur à l'Université de Bordeaux. Merci.